Chers élèves de 6e, bonjour. Je vais dans cette vidéo vous proposer une correction de la lecture que je vous avais donnée la semaine dernière et qui portait sur Ulysse affrontant le Cyclope. Il s'agissait d'un extrait d'Homère tiré de l'Iliade. La première question concernait l'aspect monstrueux du Cyclope. C'était pourquoi peut-on dire que les camarades d'Ulysse et Ulysse lui-même se trouvent face à un monstre? Il y avait deux notions majeures à voir dans cette question. La première concernait l'apparence du Cyclope. On nous dit que ce Cyclope est gigantesque, et pour nous donner une représentation de cette taille, eh bien le texte précise que la massue, donc pour assommer ses victimes finalement, la massue qu'utilise le Cyclope est aussi grande que le mât du bateau des compagnons d'Ulysse. Donc je vous rappelle, un mât, c'est quelque chose de vertical, un grand bout de bois, gigantesque, qui permet au bateau eh bien, tout simplement de maintenir ses voiles. Donc ça nous donne une idée proportionnellement, hein, si l'on compare une massue humaine à celle du Cyclope, ça nous donne une idée de la taille de ce Cyclope. Le deuxième aspect monstrueux dans son apparence concernait évidemment l'œil qu'il avait au milieu du front. Donc ces deux éléments physiquement contribuent à faire de lui un monstre. Mais, on l'avait vu précédemment, un monstre ne se définit pas que par son apparence, il y a également son tempérament. Et là, en l'occurrence, il s'agit d'un tempérament cruel, puisque, vous l'avez tous vu et tous mis en avant, ce cyclope est mangeur d'hommes. Et ce qu'il y a, il est cannibale. Et ce qu'il y a peut-être de plus terrifiant encore là-dedans, c'est la façon avec laquelle l'auteur nous présente cette particularité. En effet, le texte nous dit, au détour d'une phrase, le texte nous dit il dévora deux de mes compagnons pour son souper. Il dévora deux de mes compagnons pour son souper. C'est fait, c'est dit avec beaucoup de naturel, comme si finalement on disait tiens, ce soir je vais me faire cuire 2 œufs sur le plat. Et effectivement, le côté monstrueux se place dans l'idée que cette fois c'est nous, humains, qui sommes à la place des œufs en question. Donc, puisque nous devenons un souper pour ce monstre, eh bien, évidemment, le côté monstrueux est très fort. La deuxième question qui découlait de la première était que vous inspire, quel sentiment vous inspire ce texte? Eh bien, vous avez été nombreux à parler de dégoût, donc là je vais tout de suite en parler. Donc le dégoût, ce n'est pas majoritairement la réponse qui était attendue, puisque ce dégoût peut surtout convenir pour un passage précis lorsqu'il est fait allusion au sommeil du cyclope, puisque lorsqu'il dort, eh bien, il recrache en vomissant de la chair humaine. Donc là, ce côté effectivement est fort dégoûtant. Mais globalement, dans l'ensemble du texte, ce n'était pas le dégoût qui était attendu, mais bien la peur. La peur, puisque là, Ulysse et ses compagnons sont réellement impuissants, inefficaces face à ce monstre gigantesque et sans pitié. D'ailleurs, son absence de pitié est mise en avant par Ulysse. Donc la peur était ce qui était attendu. Question 3, je vais vous demander ensuite les trois ruses qu'employait Ulysse. Donc il y a tout d'abord le vin que Ulysse lui propose, tout en sachant que cela va évidemment le rendre ivre et qu'ensuite, après, donc il pourra plus facilement s'en prendre à lui et notamment lui planter le pieu dans l'œil. Donc il s'agit d'une ruse. La deuxième ruse repose sur l'identité qu'Ulysse s'imagine, puisqu'il dit au Cyclope qu'il s'appelle personne. Donc lorsqu'il lui dit ça, c'est comme s'il lui disait je m'appelle Robert, Bertrand, Joseph, qui vous voulez, avec une majuscule. Donc personne avec une majuscule, comme si c'était un prénom. Et lorsque, évidemment, le cyclope aura été agressé avec ce pieu planté dans l'œil et que ses compagnons cyclopes lui demanderont ce qui lui arrive et qu'il répondra c'est personne qui m'agresse, et bien là, les autres cyclopes comprendront personne, cette fois sans majuscule. Donc il y a un jeu sur le mot, en fait, nom commun et nom propre, avec personne, avec ou sans majuscule. Et enfin, la troisième ruse se trouve tout à la fin du texte, lorsque Ulysse invite ses compagnons à le suivre en se cachant en dessous des béliers. Donc il y a pour cela
enfin, l'intérêt de se cacher sous des béliers est double. Tout d'abord l'aspect visuel, puisque les cyclopes vont avoir une vue plongeante et vont voir donc les béliers et non pas les humains qui sont cachés en dessous, mais aussi concernant l'odorat, puisque l'odorat des cyclopes va être avant tout marqué par l'odeur des béliers, et l'odeur humaine va disparaître. Donc c'est pour cela qu'il y a ces trois ruses-là. Enfin, avant-dernière question, de quelle qualité, au pluriel, Ulysse fait-il preuve? Donc nous venons de le dire dans la question précédente, il est évidemment rusé. Hein, la ruse, c'est évident. Il fait également preuve de courage, puisqu'il est courageux, puisque c'est lui qui prend le parti de s'adresser au Cyclope, alors que ses autres compagnons, eux, restent en retrait, et que finalement, il n'y a pas un seul personnage qui se distingue de ce groupe de compagnons. Ulysse, en quelque sorte, prend les devants, va s'adresser au Cyclope pour lui proposer donc du vin, dans le but de le rendre ivre, hein, comme on l'a expliqué tout à l'heure, et évidemment pour lui dire qu'il s'appelle personne. Donc c'est Ulysse qui fait preuve de courage et qui sort de ce groupe pour s'adresser au monstre. Donc, rusé, courageux, vous avez été assez peu nombreux à parler de la force dont fait preuve Ulysse. Mais effectivement, lorsqu'il lui plante ce pieu dans l'œil, il faut bien imaginer la taille de l'œil. Et donc, il s'agit réellement d'un acte de bravoure, certes, mais surtout un acte nécessitant une force réelle, dans les bras, dans le corps, etc. Et enfin, ce que je vous disais il y a quelques instants, Ulysse est un véritable meneur d'hommes, puisque donc il va au-devant du monstre, et à la fin, lorsque le monstre est à terre et qu'il n'y a finalement que quelques instants à, à disposition d'Ulysse pour organiser sa fuite, eh bien, il organise le départ de ses camarades sous les béliers, et donc lui part en dernier. Donc c'est un véritable meneur d'hommes, un vrai capitaine de navire en quelque sorte. Enfin, le bilan se voulait plus général, puisque je vous demandais, ce monstre-là, ce cyclope, est-il différent des monstres que nous avons vus chez Ovide, avec notamment Actéon et le texte avec les pirates? Donc là, la réponse est oui, évidemment, ce monstre est différent. Pourquoi est-il différent? Eh bien parce que tout simplement, il naît monstre. Il est né monstre. Il n'est pas devenu monstre, premièrement. Et deuxièmement, chez Ovide, le moment donc où on pouvait parler de monstre se situait lors de la transformation de humain à autre chose. Et c'était dans ce passage-là, dans ce moment-là, qu'on pouvait parler de monstruosité. Et là, donc, chez Homère, il s'agit d'un monstre intégral, c'est-à-dire monstrueux physiquement, monstrueux moralement, puisqu'il est sans pitié, etc. etc. Et, euh, et voilà. Donc, il me reste à vous souhaiter bon courage pour cette troisième semaine de confinement qui commence. Je vous invite également, dans un autre registre, à continuer à voter pour votre affiche de cinéma préférée, donc sur le blog, en laissant un commentaire. Nous en sommes déjà à 200 commentaires en 3 jours. Et évidemment, je vous rappelle qu'il est préférable de ne pas voter pour soi-même, mais de faire preuve d'honnêteté intellectuelle, comme on avait vu en classe, et de voter vraiment pour votre affiche préférée. De la même manière, inutile de voter plusieurs fois, puisque une fois suffit et votre commentaire finira par apparaître une fois que je l'aurai validé. Voilà. Eh bien, bon courage, bonne semaine, et je reste à votre écoute et à votre disposition. Merci beaucoup.